Bonsoir à tous. On va commencer. Plusieurs invités nous ont prévenus qu'ils viendraient plus tard. On sera encore plus nombreux tout à l'heure. Mais voilà, on va essayer de se tenir un peu à l'horaire. Donc bienvenue à cette soirée, merci d'être là. On est très contents de pouvoir vous accueillir à nouveau, puisque voilà 2 ans que la cérémonie n'a plus pu avoir lieu. Voilà pour les raisons qu'on connaît, ça ne sert à rien de les rappeler. Or, les rencontres et la mise en réseau, les échanges, les partages d'expériences font vraiment partie de la sève du projet. C'est vraiment une partie très importante que vous appréciez, que nous aussi nous apprécions. Donc vraiment bienvenue à tous. Et nous voulions vous féliciter, vous les communes lauréates de 2022. Bravo pour votre investissement malgré ces 2 années difficiles. Vous avez poursuivi ou alors démarré des projets de florissement durable et c'est votre fidélité, votre adhérence, votre implication dans le label qui le fait vivre. Vous en êtes les meilleurs ambassadeurs. Nous espérons que l'année 2023 permettra à ceux qui n'ont pas pu participer cette année de nous rejoindre et de voir de nouveaux venus. Ce qui est déjà le cas puisque nous avons déjà des appels pour la saison prochaine. Donc c'est déjà très chouette. Ensuite, on voulait évidemment remercier le service public de Wallonie qui nous confie cette mission depuis le début, depuis 2017. Madame la ministre, évidemment, Madame Céline Tellier, et également Monsieur Xavier Rollin, le directeur de la nature et des espaces verts. Merci également pour la salle. C'est grâce au service public de Wallonie que nous pouvons réaliser cette cérémonie dans ces lieux. Merci au Collège des producteurs et à la Fédération Wallonne Horticole avec qui nous collaborons depuis le début. J'en profite également pour saluer Jean-Nicolas qui va nous passer le flambeau à Perrine Lombard qui nous a rejoints il y a ce mois-ci et moi-même. Jean-Nicolas ne part pas très loin parce qu'il reste au sein d'Adalia. Il va s'occuper des formations à destination entre autres des communes. Et puis vous le verrez ce soir encore, il prendra des photos. Voilà, il sera avec nous pour célébrer cette édition. Merci aussi aux jurés pour leur participation, leurs conseils précieux et ces moments très constructifs et très chouettes durant les visites. C'est aussi votre apport professionnel qui contribue à la qualité du label. Merci à tous et tous. Vous contribuez ainsi à rendre nos communes fleuries, végétales et durables. Vous êtes bien conscients du rôle prépondérant que jouent nos espaces verts pour notre santé et pour celle de notre environnement. À l'heure où l'on entend de plus en plus parler de reconnexion à la nature, on ressent plus que jamais la nécessité d'offrir à tous et à chacun un accès à des espaces verts de qualité, un cadre de vie agréable. Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter sur nos villes et communes pour relever ce défi. Avant de passer la parole et à passer au contenu de cette soirée, juste un petit mot, on filme les présentations. L'idée, c'est de pouvoir aussi partager avec ceux qui n'ont pas pu venir et avec des communes qui seraient intéressées. Mais ce ne sont que les présentations qui sont filmées. Voilà, belle soirée à vous. Et je vais passer maintenant la parole à Florence Strum, qui représente donc le cabinet de la ministre Tellier. Voilà, bonsoir à tous. Donc, Madame la ministre Céline Tellier n'est malheureusement pas disponible pour nous rejoindre, mais c'est avec grand plaisir que je la représente ce soir. L'événement qui nous réunit aujourd'hui permet de mettre en lumière les bonnes pratiques d'aménagement d'espaces verts favorables à la biodiversité et en particulier aux pollinisateurs. En tant que gestionnaire public, nous nous devons d'être exemplaires dans la gestion de nos ressources et de notre territoire, et plus particulièrement dans la gestion et l'entretien des espaces verts publics. Un des objectifs est qu'ils soient le plus accueillants possible pour la biodiversité. À travers leurs missions et leurs travaux quotidiens, les services environnement et travaux des différentes communes ont un impact direct et très concret sur la végétalisation du territoire et sur la création d'un cadre de vie agréable pour toutes et tous. Le concours Wallonie en fleurs offre une magnifique vitrine et une reconnaissance du travail fourni par l'ensemble des acteurs. Comme vous le savez, la nature est au cœur de l'action de Madame la ministre. La nature, c'est l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons,
le sol dont nous dépendons pour nous nourrir, la nature régule le climat et contribue à réduire l'impact des événements climatiques extrêmes. Les différentes crises que nous traversons et que nous vivons particulièrement depuis 2 ans ne doivent pas occulter l'importance capitale et l'urgence d'agir et d'inverser la tendance pour la préservation de la biodiversité en tant que telle, mais surtout pour les indispensables services qu'elle nous procure. Aussi, la Wallonie souhaite multiplier la création d'espaces verts sur le territoire wallon. Ces espaces verts sont bénéfiques pour la santé et le bien-être des Wallons et des Wallonnes, tout en adaptant notre territoire au dérèglement climatique. L'année passée, l'appel à projet Parcs en milieu urbanisé a soutenu la création de 17 nouveaux parcs, soit 45 hectares de nouveaux espaces verts. Cette action se poursuit. Les résultats des appels à projets maillage vert et bleu, l'un dans les territoires urbains, l'autre dans les territoires ruraux, seront connus prochainement. Ensuite, des moyens ont été déployés pour renforcer le réseau d'aires protégées, mais aussi pour assurer la connectivité entre les espaces favorables à l'accueil de la vie sauvage, notamment avec le projet Yes We Plant. Afin de soutenir les projets locaux d'amélioration de la biodiversité, l'appel à projet biodiversité a été initié. Il offre l'opportunité à chaque commune wallonne de s'engager pour la biodiversité à l'échelle de son territoire avec l'appui d'un soutien financier. Enfin, la Wallonie soutient des associations telles qu'Adalia 2.0 qui mènent de multiples actions, prodiguent des conseils aux communes, organisent et animent des formations afin d'œuvrer à rendre nos espaces verts plus accueillants pour la biodiversité. Ayant participé à 2 reprises à une visite du jury, je peux témoigner du sérieux avec lequel le concours Wallonie en fleurs est mené et organisé par l'SBL Adalia, et également de l'enthousiasme des communes rencontrées et de leur équipe de terrain pour la thématique. Ces échanges sont extrêmement précieux car ils permettent de faire évoluer et d'affiner les politiques locales de gestion des espaces verts en faveur de la biodiversité. Voilà, merci pour votre écoute et bonne soirée à tous. Merci Florence. Je vais être assez brève, mais revenir quelques mots un petit peu sur le concours. On pensait aussi vous revenir à cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, qui résume très bien le concours en lui-même. Wallonie en fleurs récompense l'ensemble des communes wallonnes qui sont investies en termes de fleurissement durable et qui est favorable à la biodiversité. Alors c'est vrai que nous essayons vraiment de motiver les communes à modifier leur type de fleurissement et de passer d'un fleurissement d'annuel à plutôt un fleurissement plus durable, donc de plantes vivaces ou arbustives, qui permettront une fois plantées d'offrir justement une floraison pendant plusieurs années et sans trop de travail. Il faut savoir que le fleurissement d'annuel est un type de fleurissement en fait très coûteux et très chronophage, qui utilise aussi pas mal de ressources en termes d'eau, de terreau, d'engrais, etc. Chose dont les plantes vivaces en fait n'auront pas besoin une fois installées. On est ici à Genappe et donc on avait principalement des parterres constitués de plantes annuelles bordées de bouillies, etc. Donc vraiment des parterres à la française. Et donc on a profité de 2 choses finalement, de l'attaque de la pyrale pour retirer tous les bouillis. Et puis on s'est dit, ben voilà, on va réaménager nos parterres. Et on a vraiment pris conscience de l'importance d'amener des plantes durables et mellifères dans l'espace public. Et donc on s'est dit que devant l'hôtel de ville, ben, c'était un bel emblème de travailler comme ça. Et donc nous avons opté pour toutes des plantes mellifères, vivaces, qui sont effectivement plus durables et qui permettent de ramener plus de biodiversité dans l'espace public. Et on le voit au jour le jour. En termes de coûts et de temps de travail, on voit effectivement les bénéfices de ce type de plantation puisqu'on doit acheter les plantes une seule fois et au niveau de l'entretien aussi, auparavant, ben voilà, les parterres étaient bêchés 3 à 4 fois par an. Maintenant qu'ils sont plantés, ils sont définitivement et en termes d'entretien, ça demande beaucoup moins de main d'œuvre. On a réduit le nombre de plantes annuelles qu'on a achetées auparavant. On était à près de 10 000 plants en 2019 et en 2021, on était à 5 500. Donc on a quasiment réduit de moitié. Vu la bonne expérience de l'installation des plantes vivaces devant l'hôtel de ville, on a dupliqué finalement ce concept dans nos villages, sur les places de village, aux abords des écoles. Par exemple à Bézity, on a des parterres entièrement constitués de plantes vivaces. Sur Loupoigne, un de nos villages aussi, ben voilà, on a retiré toutes les plantes annuelles. Cette année-ci, on a installé des plantes vivaces, donc qui vont prendre de l'ampleur aussi. Donc c'est vraiment un modèle qu'on reproduit d'année en année, petit à petit, dans chacun de nos villages, puisque la commune est assez étendue et chaque village est fleuri.
Oui, alors en fait ici nous avions à l'origine une pelouse qui montait en pente jusque là au-dessus, qui n'était pas évidente à tondre pour autant. Et donc on a décidé de le transformer en espace fleuri, mais en espace fleuri durable. C'est-à-dire qu'il devait être beau toute l'année, qu'il devait en même temps demander peu d'entretien, donc peu d'eau ou d'autres entretiens, et en même temps être mellifère. Autour de nous, on a un verger conservatoire de variétés anciennes locales, avec une gestion qui est propre de lutte intégrée par rapport à ce verger. On a également ensemencé une cour en béton en pré fleuri qui est pérenne depuis maintenant plus de 7 ans. La visite du jury, chaque année on en retire quelque chose parce que chaque année on a des petits trucs et astuces qui arrivent, des choses que nous on est nés dans le guidon, on ne voit pas et on ne prend pas le jury pour un examen mais plutôt pour un coaching parce qu'on le sait d'office qu'ils vont nous apporter des petites visions et des petits trucs et astuces auxquels on n'avait pas pensé et on essaye de l'impliquer d'office dans notre façon de gérer les choses. Ça fait 2 ans qu'on participe au concours Wallonie en fleurs et on trouve vraiment ça intéressant puisque au-delà du prix que la commune reçoit, il y a surtout le partage d'expériences qui se fait lors de la journée de visite avec des professionnels. Et donc on peut vraiment échanger sur les bonnes pratiques, expliquer ce qu'on fait, ce qui se fait dans d'autres communes, avoir des conseils. Et alors au retour de la visite, ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport qui est transmis aux communes avec quelques pistes d'amélioration et quelques réflexions pour le futur. C'est même la partie la plus intéressante du travail, c'est de pouvoir échanger sur le terrain avec les personnes impliquées, autant avec le politique qu'avec le personnel de terrain. L'intérêt pour les communes d'avoir le regard d'un paysagiste, c'est peut-être d'avoir l'œil plus esthétique et plus créatif. Donc voilà, moi je vais vraiment évaluer et regarder l'harmonie des compositions, des couleurs, des hauteurs, la structure des aménagements et la cohérence d'une manière générale entre tous les aménagements d'une commune, l'unité. Je pense qu'au travers de cette labellisation et du feedback qui est donné à chaque participant, l'objectif c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les communes et leur donner des outils concrets et techniques pour préserver et valoriser l'environnement. L'implication citoyenne est très importante dans la gestion d'une commune puisque entre la commune et les habitants, ça permet quand même de créer des émulations et des échanges aussi de bonnes pratiques. C'est vraiment dans l'idée de pouvoir créer des réseaux et des maillages verts qui soient liés entre eux et qui soient intéressants et à plus grande échelle. Donc que ça se retrouve dans les espaces communautaires, les espaces verts publics, mais aussi dans les jardins des particuliers. Et ça crée vraiment ce réseau intéressant et dense pour la biodiversité. Voilà, je pense que cette vidéo illustre assez bien la philosophie et les principes du projet. Pour cette année, donc, en 2022, nous arrivons, donc après 6 ans de projet, 6 ans de concours, depuis 2017, on arrive à 62 communes labellisées, ce qui correspond à près d'un quart des communes wallonnes. On peut être assez fier parce que le label qui existe en France depuis une 60aine d'années, lui, arrive à 13% des communes françaises. Donc finalement, en 6 ans, on a déjà un très beau résultat. Cette année, nous avons eu 20 participations, 20 candidats et 20 lauréats. Parmi ces 20 candidats, nous avons 16 renouvellements, 16 communes qui ont déjà eu une fleur, un label il y a 2 ans et qui se sont représentées pour maintenir ce label, et 4 nouvelles communes, 4 nouvelles inscriptions. On pensait intéressant de revenir, mais très brièvement, je vous rassure, sur les grilles de critères d'évaluation qui ont évolué depuis 2020.
On a travaillé dessus, ils ont été affinés pour mettre en évidence le caractère durable et mettre plus de poids à différents aspects, donc les aspects environnementaux liés à la végétation, tout en gardant et en portant un soin à la qualité, à l'harmonie esthétique des aménagements. On pensait passer en revue un peu ces critères assez brièvement en prenant exemple sur la saison, les visites que nous avons réalisées cette année. Et nous passerons la parole, ma collègue et moi, pour revoir un petit peu brièvement ces critères. Pour bien mettre ça, bien ancrer ça dans les esprits de chacun, puisqu'il y a eu une évolution. Donc, tout d'abord, un premier volet, une première catégorie de critères qui concerne vraiment les actions menées en faveur de la nature. Et dans cette catégorie, on va porter attention au réseau écologique, donc toutes les actions en faveur du réseau écologique. Par exemple, ici, on a plusieurs exemples, comme les successions de prairies pâturées ou fauchées tardivement à Outigny-Louvain-la-Neuve, des réseaux de mares à Péroé, des fauches tardives et à Ath et Jodogne, des exemples parmi d'autres, évidemment, on n'a pas su tout mettre. Aussi, un aspect très important, ce sont les actions en faveur des pollinisateurs. Comme choisir des plantes en faveur des pollinisateurs et autres. On va aussi jeter un œil sur la valorisation des déchets verts. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le réutilisez pour du paillage ou autre? On fait attention aussi à la gestion des tailles des arbres, que ça reste une taille raisonnée, une taille douce. Et également, on va regarder tout ce qui concerne le choix des plantes. On parlait de plantes vivaces dans la vidéo. Mais également, est-ce que vous incluez des plantes indigènes ou pas dans vos parterres? Est-ce que ce sont des plantes mellifères, etc. Et alors, un aspect très important, évidemment, ce sont la gestion des invasives. Voilà quelques exemples ici avec une jeune haie implantée sur la commune de Libramont, des collectes d'eau de pluie ici à Comines-Warneton, mais vous êtes plusieurs à le pratiquer. Ici à Nivelles, où les déchets verts sont réutilisés pour le chauffage. Encore un autre exemple ici, vous êtes nombreux à implanter des spirales aromatiques, par exemple, qui sont des plantes très mellifères. Je vais passer la parole à Perrine pour les 2 prochains critères. Merci Maïté. Je voulais profiter, faire une petite parenthèse, d'avoir la parole pour remercier Adalia de m'avoir permis de rejoindre l'équipe et surtout de participer à des beaux projets tels que les Wallonies en fleurs. Alors je referme la parenthèse, on va pouvoir passer au critère suivant qui est la stratégie de gestion durable. Il y a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler, de la diversité botanique, le choix pertinent des végétaux, comme Maïté en parlait, le fait, certains d'entre vous l'ont déjà bien compris, d'utiliser des vivaces et des petits arbustes dans vos massifs pour remplacer les annuels. Des plantes qui vont avoir des qualités vraiment spécifiques, qui vont résister à la sécheresse, ce genre de choses. D'être attentif à l'origine des plantes, donc favoriser la collaboration avec les producteurs et fournisseurs locaux qui sont bien sensibles et bien au courant de ce qui se passe dans nos régions. Établir un plan de gestion différencié adéquat qui va permettre de gagner du temps dans les entretiens, de prioriser vos budgets et de laisser la place à plus de nature quand cela est possible. De penser lors de l'aménagement à faire des plantations qui vont être présentes lors des 4 saisons. Ça aussi, ça va avoir un impact positif sur les gîtes et couverts disponibles pour la faune, mais ça va aussi protéger les sols contre l'érosion, par exemple. Penser à végétaliser les cimetières nature. Là, il y en a déjà beaucoup qui sont partis sur cette idée positive de le faire.
mais ça a un impact très positif, et autant sur le réseau écologique, parce que ça permet de le renforcer, mais ça permettra également de gagner du temps à terme au niveau de l'entretien de ces cimetières. Avoir une vision à long terme, parce que la clé, c'est la pérennisation de ces aménagements, et de toujours avoir à l'esprit que le personnel qui gère l'entretien et qui est responsable de ces espaces soit bien formé et bien sensibilisé aux problèmes durables et aux nouvelles technologies dans le domaine. Et donc ici, on a plein d'exemples positifs aussi, de évives, de massifs qui perdurent dans le temps, de paillage au niveau des plantes. Alors, on va pouvoir passer au critère suivant, qui est la valorisation de ces aménagements. Il est évidemment bien important de les mettre en valeur. C'est bien d'utiliser les bonnes plantes, mais les mettre en valeur et de manière esthétique. Ça a tout son sens parce qu'on sait que les espaces verts publics font partie intégrante de l'image que reflète la commune. Et ils vont venir souligner en plus les implications communales, tant en termes d'environnement que d'innovation et du bien-être des concitoyens et des habitants de la ville. C'est pourquoi, lors de la conception, et nous, les critères qui vont être repris, on va vérifier, comme Louise le disait dans la petite vidéo, on va vraiment faire attention à l'équilibre des structures de ces aménagements, l'harmonie des couleurs, la conception, la mixité des plantes, mais également la densité de plantation. Il faut qu'elle soit adéquate, ni trop peu. Et alors, évidemment, l'originalité de ces aménagements qui va même servir d'exemple pour d'autres espaces verts publics. Et on l'espère, je pense qu'on est sur la bonne voie, vont amener de plus en plus d'acteurs, même de la sphère privée, comme les citoyens, les entreprises, à penser à se diriger vers des espaces verts plus durables. Et enfin, s'ils sont placés au bon endroit et bien conçus et bien entretenus, ils vont permettre de mettre en valeur le patrimoine architectural qui existe déjà. Donc voilà, je vais repasser la parole à Maïté pour qu'elle puisse vous parler des critères suivants. Alors, bien entendu, on va aussi un peu regarder si vous faites de la promotion pour le label. C'est toujours important que le label puisse vivre. On regardera aussi, et ça vous l'avez beaucoup fait dans les visites qu'on a pu faire cet été, on a pu le voir, de soutenir les initiatives citoyennes. On a vu de nombreux potagers collectifs ou jardins collectifs, ou des ruches et écoles comme à Neupré. Voilà. Ou l'école du dehors, comme à la commune d'Oreille, où la commune soutient l'école dans son projet l'école du dehors. Et alors, chose très importante, vous l'aurez compris, si on réalise des rapports, c'est bien entendu pour qu'à l'édition d'après, on puisse aussi, nous, revenir sur ces rapports et voir que les remarques aient été prises en compte. Et enfin, dernier critère de cette catégorie d'évaluation concerne, un peu voir quelles sont les initiatives que vous entreprenez pour encourager le fleurissement des façades et des maisons. Et on arrive à la dernière pétale de notre fleur de critères qui concerne la visite elle-même. Là, c'est vraiment important qu'il y ait, et je le ressouligne, mais pour la plupart des visites qu'on a réalisées, c'était le cas, qu'il y ait la présence d'un élu, mais également du responsable des espaces verts, et que la visite soit cohérente et qu'il y ait de la qualité. On a toujours été très bien accueillis et ça a été très, très positif. Voilà, j'en profite aussi pour rajouter des petits éléments qui peuvent vous aider dans la suite de vos fleurissements. Tout d'abord, notre site internet. On va continuer il avait été un peu mis en pause dernièrement, mais on va
toujours continuer à l'alimenter avec des aménagements exemplaires et autres. N'hésitez pas donc à suivre les formations que nous organisons. Le catalogue est en cours d'élaboration et devrait être disponible fin de l'année. Et alors voilà, soyez attentifs à notre page Facebook, à nos newsletters. On organise régulièrement des événements à destination des communes pour qu'elles se rencontrent, pour qu'il y ait des échanges. Et voilà. Et puis j'en profite aussi pour rappeler qu'on travaille aussi en étroite collaboration avec EcoWall, vers qui on vous renvoie régulièrement pour tout ce qui est conseil et accompagnement en matière de florissement durable. Donc ils peuvent vraiment réaliser pour vous des plans d'aménagement, de fleurissement, mais aussi vous donner des conseils pour tout ce qui concerne les cimetières, la végétalisation des cimetières. J'en profite pour rappeler, mais Florence Strom du cabinet l'a déjà rappelé, les différents subsides que vous utilisez. Vous êtes déjà nombreux à utiliser le subside biodiversité qui ont lieu chaque année. Soyez attentifs au prochain appel à projet donc du gouvernement qui devrait sortir début de 2023 concernant la végétalisation d'un quartier. Et puis, voilà, restez attentifs aux autres subsides comme Yes We Plant, mais aussi, je repense au subside qui, j'espère, sera renouvelé, notamment Ose le Vert et autres. Et voilà, et soyez attentifs, si vous êtes dans un parc naturel ou autre, il existe de nombreux soutiens. Voilà, j'en ai fini pour cette partie un peu introductive, un peu de rappeler le cadre sur Wallonie en fleurs. Je vais ensuite passer la parole à Alain Griffenet qui va rappeler un peu le concept des artisans du végétal. Et puis après, on aura 2 témoignages de 2 communes candidates de cette année qui pourront parler de leur expérience. Voilà. Merci Maïté. Donc voilà, merci de pouvoir présenter ici donc, les artisans du végétal, donc la SBL horticulteur et pépiniériste de Wallonie. Donc en fait, les artisans du végétal, donc, ça a été créé en 2010 par des producteurs wallons en horticulture ornementale. Donc vraiment, la volonté à ce moment-là, c'était de se regrouper autour d'un label de qualité et pouvoir se distinguer des revendeurs, des jardineries. Donc voilà, donc de bien mettre en avant la production est faite au sein de l'établissement. Donc c'est vrai que on a parfois des magasins qui s'appellent pépinières. Bon, on ne sait pas bien s'ils produisent les plantes elles-mêmes ou si c'est juste de la revente. Donc voilà, donc il y a une charte qui a été établie et donc avec 3 points principaux. Donc c'est que les plantes soient produites en majorité sur l'exploitation. C'est difficile de produire toute la palette. Donc la palette végétale est tellement large qu'on ne sait que c'est pas possible de pouvoir tout produire. Mais voilà, donc d'avoir quand même qu'une majorité des plantes soit produite sur l'exploitation. Ce sont aussi les producteurs qui connaissent le mieux les plantes et qui peuvent donner aussi les meilleurs conseils. Donc, donner des conseils et des services personnalisés sont importants. Et puis, il y a l'aspect développement durable. Donc, c'est donc acheter des plantes qui sont produites proches de chez nous, pas faire des milliers ou des centaines de kilomètres. Et alors aussi que les producteurs aient des techniques de culture respectueuses de l'environnement.
Alors, donc le label artisan du végétal regroupe différents producteurs. Donc la palette végétale est grande, hein, donc c'est aussi bien des producteurs de semences, hein, donc pour les prairies fleuries, producteurs d'annuels et bisannuels, producteurs de chrysanthèmes, des producteurs de plantes légumes, des condimentaires et aromatiques, des vivaces, des arbustes, des arbres ornementaux, des arbres fruitiers, et des plants indigènes, que ce soit des herbacées ou ligneuses. Donc voilà. Et alors ici, donc en Wallonie, donc il y a 28 membres des artisans du végétal. Donc voilà la liste ici, donc répartie dans chaque province. Donc il y a un site internet, donc vous pouvez les retrouver sur le site internet, donc une description de chaque producteur. Donc le site artisanduvégétal.be. En fait, donc pour expliquer aussi, on a pris un peu exemple donc dans la création sur les Français. Donc les Français avaient déjà créé précédemment une association, Horticulteurs et Pépiniéristes de France, donc c'est les artisans du végétal.fr. Donc il y a, si vous allez sur le site internet, donc il y a .fr, donc ce sont les Français, et ici, donc il faut bien mettre le .be. Dans les activités, entre autres, donc il y a la collaboration avec Wallonie en fleurs depuis 2017. Donc les producteurs participent au jury. On essaye qu'ils soient là pour donner l'avis du professionnel. Donc, vous disiez tantôt que les échanges sont importants, donc pour pouvoir donner un avis, donc d'avoir technique horticole, je crois que c'est important, enfin, et de pouvoir aussi échanger avec les responsables communaux. Et donc, donc comme récompense, on donne, donc on fournit depuis 2017, c'est un chèque en bois, donc que voici un exemplaire ici. Donc un chèque en bois, en fait, au départ, on avait créé ça pour ce sont des bons d'achat qui sont valables chez les artisans du végétal. Et donc ici, voilà, donc vous recevez un chèque en bois, donc, mais qui est bien valable, mais alors uniquement pour des plantes, hein, donc c'est pas du terreau, des pots, des choses ainsi, mais donc ça vous permet d'acheter des plantes. Il est non divisible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller avec une partie du montant acheter chez un et puis un autre chez l'autre. C'est trop compliqué au niveau de la... Donc le montant, il faut l'utiliser entièrement chez un seul producteur. Et enfin, il est valable 1 an. Donc voilà, essayez d'en profiter peut-être le plus rapidement possible. Je crois qu'on insiste aussi au niveau des producteurs pour pouvoir programmer, je vais dire aussi la production. Pour eux, parfois, c'est important je veux dire, voilà, on ne va pas chercher peut-être les plantes juste pour une livraison le lendemain ou la semaine suivante, donc c'est bien de l'utiliser. Donc n'hésitez pas. C'est vrai que parfois on a des communes, voilà, on a reçu le chèque qui traîne dans un tiroir. Si la personne est partie, on retrouve ou quoi. Donc essayez de l'utiliser sans trop tarder. Donc, et je veux dire, voilà, ça peut être, vous pouvez l'utiliser, prendre contact ici, je veux dire, à l'automne, l'hiver, pour le printemps ou même pour l'automne suivant. Donc ça peut être, vous pouvez, je veux dire, rentrer en contact avec le producteur et vous arranger avec lui pour la livraison qui peut intervenir plus tard. Voilà, merci pour votre attention. Merci Alain.
Voilà, maintenant je vais demander à Jérémy Rucois de la ville du Reux qui va venir faire sa présentation. Voilà. Alors j'en profite juste avant de passer la parole. Ma collègue Morgane fera un petit signe de gardienne du temps, ça va? Elle fera... C'est quoi? Alors ça part là. Et alors, Ok, l'image est là. Donc ok, nickel. Ben, bonjour à tous. On m'a demandé d'essayer de ne pas raconter trop de carabistouilles, donc je vais essayer de respecter ce qu'on m'a demandé. On va rapidement faire une petite description en chiffres de la ville du Reux pour ceux qui ne la connaissent pas. La situation du Reux. Ensuite, on aura une petite présentation des différents services dont j'ai la gestion. Et ensuite, pour que ce soit plus agréable pour tout le monde, on va directement passer avec toute une série d'images et de photos qui expliqueront bien, avec suivi de mes explications, qui détailleront un petit peu donc, tous les différents aménagements. Donc le Reux, il est situé, pour ceux qui ne le connaissent pas, entre deux grandes villes qui sont La Louvière et Mons. En termes de chiffres, il est important de discuter et de parler rapidement de tous ces chiffres. Pourquoi? Parce que on constate qu'on a 10% de zones habitables, ce qui n'est pas énorme, 77% de zones agricoles, 13% de forestiers, 43 km², 9800 habitants, 49,3 km de voirie communale, 4 villages, 5 cimetières et notre deuxième participation à Wallonie-en-Fleur. Il était important de détailler ces chiffres. Pourquoi? Parce que 77% de zones agricoles, ça montre bien aussi qu'au niveau de nos possibilités d'aménagement, on est fortement en étention par rapport à l'emprise agricole sur le territoire. Les 8800 habitants, on reste sur une quantité d'habitants qui reste encore relativement réduite. 4 villages, donc en termes de travail au niveau du fleurissement et au niveau de tout ce qui se rapporte au fleurissement, donc de la propreté, de la salubrité, ça représente quand même un travail important. Donc 4 villages en plus de la ville du Reux, évidemment. 5 cimetières, donc 5 cimetières, ça représente aussi des difficultés qu'on a rencontrées à partir de 2019 par rapport au zéro phyto. Et donc on verra plus loin avec les explications l'importance d'avoir commencé la végétalisation de nos cimetières et de pouvoir continuer à la développer. Et alors la deuxième participation à Wallonie-en-Fleur, je pense que c'était important de pouvoir aussi montrer ce chiffre. Pourquoi? Parce que ça nous permet, depuis notre participation à Wallonie-en-Fleur, d'avoir un regard extérieur par rapport à notre propre jugement et au jugement des habitants et du collège, et de pouvoir avoir une idée critique sur nos aménagements. Alors au niveau du service équipe, donc moi je suis responsable technique du service propreté et salubrité, cimetière, espace vert, et donc on constate que finalement au niveau de nos équipes, on est fortement réduit. Et donc en propreté et salubrité, on a 3 ouvriers temps plein plus 2 qui sont en général des articles 60 avec donc des hommes qui varient. Au niveau des cimetières, on a maintenant 2 fossoyeurs et au niveau espace vert, on a 3 ouvriers plus 1. Donc ça vous montre bien aussi qu'en termes de personnel, on est fortement réduit par rapport à tout ce que vous allez voir au niveau photo des différents aménagements. Ça, c'est pour mon propre service. Après, je vous expliquerai aussi par rapport aux photos que, évidemment, on a tout le service qui vient nous supporter au niveau des différents aménagements, donc le service voirie, mais qui reste un service relativement réduit, service des travaux qui reste relativement réduit par rapport à d'autres villes. Donc on va passer dans le vif du sujet.
avec les différents aménagements qu'on va vous présenter donc de 2018. Donc moi je suis arrivé ici sur la ville du Reux maintenant il y a 5 ans au mois d'août. Et donc présentation des projets 2018-2022. Donc c'était mon premier projet en arrivant à la ville. Avec donc l'aménagement de Trieux-l'Aubergeole, vous voyez donc la photo avant et ensuite la photo d'après. Donc on voit directement le changement de configuration de l'espace. Alors différentes photos de l'aménagement où évidemment on a travaillé avec essentiellement des plantes vivaces, on a travaillé avec des jeux de haies en plantes indigènes, on a travaillé au niveau des travaux avec tous des matériaux de récupération. Ce qu'on essaye aussi de valoriser dans tous nos aménagements, donc c'est de travailler avec des matériaux de récupération, des pavés anciens, des bordures en pierre bleue de récupération, des matériaux proches de chez nous en termes de revêtement de sol, donc comme ici de la dolomie, avec des traitements de surface qui sont de manière générale perméables à l'eau, et donc ça c'est important par rapport à tout ce dont il a été expliqué par Adalia. On travaille également avec toute une série de bulbes pour essayer de booster, d'augmenter la période de fleurissement la plus longue possible. Et au-delà donc, du fleurissement urbain, bulbes, vivaces, arbustes, etc., on met une importance aussi sur toute la structure de l'aménagement pour qu'en période de repos végétatif, on conserve quelque chose qui visuellement reste esthétiquement sympa et agréable à l'œil. Donc comme on voit ici, pour l'aménagement du parking du cimetière du Reux, où de nouveau donc on voit les équipes au travail. Ça c'était important aussi de pouvoir en discuter, c'est que au niveau de notre mode de gestion et de nos aménagements, on essaye de toujours travailler sur base d'un croquis, d'un petit plan, afin de chiffrer les choses correctement. De faire exécuter toute la structure, la construction par notre service voirie, et donc qui permet d'avoir un renforcement du travail par rapport aux hommes et par rapport aux prestations qu'ils réalisent et qu'ils exécutent. C'est plus valorisant pour eux de faire ce genre d'aménagement que uniquement se concentrer à des nids de poules, à des réparations de petites bordures, à faire des petits travaux, des petites bricoles. Ici, on conserve on conserve nos équipes pour des aménagements vraiment plus importants afin, de valoriser les équipes, 2, de réduire les coûts d'aménagement, et 3, d'éviter des surprises ou des éléments complexes en termes d'administratif. Donc quand on rentre sur des marchés, vous savez tous que c'est parfois assez compliqué en termes de gestion administrative parce qu'il y a des avenants, parce qu'il y a des surprises, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et donc qui ralentissent un peu le ou les projets. Et donc ici, notre avantage à nous, en travaillant de manière générale de plus en plus en interne par rapport à tous ces projets et tous ces aménagements, ça nous permet de pallier à toutes ces difficultés. On voit dans cet aménagement de nouveau qu'on a travaillé avec des dalles à gazon, avec des pas japonais, avec de nouveau tous des revêtements qui restent perméables à l'eau et qui nous permettent d'avoir des résultats comme ceci à partir du moment où on arrive sur le végétal. On voit les hommes en exécution. Et le résultat final de l'aménagement du parking du cimetière du Reux, avec des petites touches de folie au niveau de la structure métallique qui a été également réalisée en interne, sur laquelle des plantes grimpantes ont commencé à pousser. La délimitation des zones de parking qui sont faites également avec des pavés de récupération. Et donc ça c'est vraiment important d'essayer de récupérer un maximum tous les matériaux qui sont à notre disposition, qui sont gratuits. Et qui sont là disponibles. Ici, pour l'aménagement donc de la rue d'Oudin, on avait anciennement des anciens bacs de rosiers, donc la ville du Reux et aussi la ville des Roses, mais qui avaient un peu fait leur temps et on souhaitait redynamiser cette entrée du Reux, parce que ça reste l'entrée principale du Reux, par une végétation qui a une hauteur plus importante, de façon à ce que les véhicules qui rentrent sur le Reux puissent aussi bénéficier d'un coup d'éclat et de luminosité au niveau de la végétation, du fleurissement.
Le rosier, lui, était un peu plus petit, il était plus bas. C'était de la monoculture, donc on avait, une fois que le rosier avait terminé, on n'avait plus rien. Et donc on est parti de nouveau sur de l'interne avec un mode de plantation qui s'inspire de modèles français qui sont commercialisés à l'achat, donc où on achète un package avec un module de plantation qu'on renouvelle tous les mètres. On a gardé cette idée, mais on l'a fait à notre sauce, c'est-à-dire que de nouveau, afin de réduire les coûts par rapport au budget qui est mis à notre disposition, afin de valoriser de nouveau les équipes et afin de pouvoir présenter quelque chose qui est de notre propre construction, fabrication, on a pris la surface, on a fait un choix de végétaux le plus varié possible de façon à avoir une diversité très importante, et on y a implanté en plus des dahlias. Des dahlias qui sont à fleurs simples pour que, d'un point de vue pollen et abeilles, elles puissent venir tranquillement se nourrir. Donc ici on voit les photos en plein développement, donc de la plantation, l'évolution à la présentation à Wallonie en fleurs. Avec, donc, pour ne pas tous les citer, les Verbena bonariensis qui sont bien connus par leur facilité de développement, par le côté très mellifère, par le côté très léger, le fait qu'elle soit très haute mais qu'elle reste très léger, donc on n'a pas de côté trop imposant, trop massif, donc on voit que le massif est hyper coloré, mais avec une hauteur qui est relativement importante, mais qui se tient bien dans le temps, c'est-à-dire que les trottoirs ne sont pas non plus hyper larges, mais ne pose pas de soucis au niveau de l'utilisation et de la circulation des piétons. Alors en aménagement suivant, donc on a ici le Val du Cerf qui est un peu plus loin sur l'entrée du Reux. Donc on a la photo en haut à gauche, le point de départ, sur lequel nous on a complètement revégétalisé avec de la vivace. On voit un peu de construction, quelques vivaces, un peu de structure. Ici, on aperçoit des bordures en acier corten. Et en fait, on voit sur l'image suivante qu'un de nos éléments principaux dans tous nos aménagements, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir toujours ce module de structure avant d'avoir notre module de fleurissement. Et de nouveau, pourquoi? C'est qu'en période de repos végétatif, on garde toujours quelque chose qui visuellement à l'œil reste lisible, compréhensible et éventuellement agréable. Si on reste sur une base simple hors fleurissement urbain, évidemment en période de repos végétatif, il y a des personnes qui ne comprendraient pas ce qui a été aménagé. Et donc ici, l'avantage de travailler avec ce système de structure, on a travaillé avec nos courbes en acier corten, on a travaillé avec des zones de gazon pour dire de contraster aussi avec le massif fleuri et contraster avec de nouveau la dolomie pour de nouveau rester dans un espace qui est complètement drainant au niveau des revêtements de sol. On a renforcé tout ça avec des éléments de pierre bleue, de nouveau de récupération couchée pour faire office de pas japonais et de pouvoir aussi traverser l'espace plus en début de végétation pour pouvoir faire l'entretien, le suivi, les tailles, etc. Pouvoir inspecter en temps voulu pendant la saison et passer à travers le massif sans écraser toutes les vivaces et toutes les plantations. Par rapport au retour d'expérience, parce que finalement c'est ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, pourquoi on choisit ces méthodes de plantation? Parce que on se rend compte qu'en termes de gestion et d'entretien, on a un suivi et un entretien à faire qui est plus ou moins important en début de saison. Mais très rapidement, une fois que l'entretien printanier a été fait, la végétation reprend très vite le dessus. Et très rapidement, on a un couvert végétal qui est très important avec ce que vous voyez sur les photos, c'est-à-dire c'est full fleurs. Et ensuite, limite, s'il reste une ou deux mauvaises herbes, on la voit même pas. De nouveau, au niveau de la mise en œuvre, vous voyez qu'on essaye de respecter des méthodes à l'ancienne. Et donc, dans le cas d'aménagement d'espaces verts,
essentiellement pour celui-ci, étant donné que ce n'est pas carrossable, les voitures ne doivent pas passer, c'est de conserver aussi des méthodes de pose sur sable du Rhin, compost, sable, ici sable jaune, et éviter d'utiliser du ciment, du béton, en tout cas dans le cas de cet aménagement. On est d'accord que pour les photos d'avant, au niveau du parking, ça reste un parking et donc on a, dans certains cas, l'obligation de travailler avec certains matériaux qui durcissent et qui ont une tenue dans le temps. On investit également énormément dans tout ce qui est prairies fleuries. Alors, ça c'est une de nos premières prairies fleuries où on voit donc les hommes qui travaillent. On a eu beaucoup de craintes lors de la réalisation de cette prairie fleurie. Pourquoi? Parce que la première année, ça ressemblait à rien. Et donc, très rapidement, avec l'équipe, on s'est posé la question de se dire, bon, ben, est-ce qu'on continue ces bazars, ça ressemble à rien. Et finalement, on a laissé tout comme ça. On a suivi les recommandations du fournisseur. Et l'année d'après, la deuxième année, on a eu une surprise assez importante avec énormément de retours positifs au niveau des habitants de la population, comme on peut voir sur les photos, avec des mélanges de prairies fleuries totalement indigènes. Et donc, même chose, ça grouillait de vie, c'était très jouissif en termes de couleurs. Il y avait des périodes de floraison qui évoluaient en fonction de la journée. Donc le matin, on avait des fleurs qui étaient ouvertes ou qui commençaient à s'ouvrir. Et puis en cours de journée, celles-là se fermaient. On en avait d'autres nouvelles. Donc on voyait vraiment la nature s'exprimer. Et ça, juste pour ça, c'était hyper agréable. On a boosté un peu le fleurissement par l'installation d'hôtels à insectes qu'on a construit également en interne, par l'installation des panneaux, parce qu'on a constaté qu'il y avait des gens qui cueillaient les fleurs, qui ne comprenaient pas très bien ce qui avait été fait. Et donc les panneaux gentiment transmis par Adalia nous ont permis de... Les panneaux, ils existaient, donc il n'y avait pas de raison de les construire, de les faire, de les créer, parce qu'on aime bien créer par nous-mêmes. Mais ici, voilà, les panneaux étaient très bien faits, et donc ça a permis à la population, aux habitants de comprendre ce qui avait été aménagé ici. Au niveau du jardin concours des roses, donc ici on voit une photo de notre concours à proprement parler, donc dans lequel on a une structure très orthogonale avec tous ces carrés qui sont dessinés. Jardin concours où vous êtes cordialement invités tous le premier week-end de septembre pour venir juger les roses nouvelles du Reux. Damien, c'était un petit coup de publicité. Je pense que on est toujours très content de voir des riverains venus d'ailleurs rendre visite aux Rhodiens et boire une bonne Saint-Fréen. Et donc, c'était pour vous présenter un peu ce jardin concours. Alors ça, on est vraiment dans la partie concours où on n'a que des parcelles de rosiers qui évoluent en fonction du temps, où tous les 3 ans, les parcelles sont renouvelées. C'est des rosiers qui nous sont envoyés d'obtenteurs un peu partout dans le monde. Donc il y en a de Suisse, il y en a d'Italie, il y en a de Corée. Et tous ces rosiers donc, sont jugés ce premier week-end de septembre. Et après le jugement, donc, ne sont pas encore nommés, ils n'ont pas encore leur petit nom, mais voilà, après l'obtenteur décide de le renommer. Et donc ces rosiers qui sont nommés, primés, arriveront ensuite dans la partie haute du jardin et qui au départ n'était qu'une roseraie, donc il n'y avait que des roses. Et donc nous on a voulu montrer aux gens qu'il y avait des possibilités, plein de possibilités avec le rosier. Donc la monoculture de rosier, pour moi, elle est un peu aujourd'hui terminée. Si on veut évoluer par rapport au rosier, il faut pouvoir implanter le rosier avec toute une série de vivaces. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire au niveau des différents nouveaux aménagements de la roseraie, avec de nouveau de la structure, de la vivace et des rosiers qui doivent encore faire leur place. C'est un peu notre jardin expérimental parce que on essaye de faire des choses nouvelles. Donc ici, notre jardinier permanent, Pierre Loers, donc qui est un peu mon second au niveau des différents aménagements parce qu'il a une très bonne connaissance végétale, il a une très bonne lisibilité au niveau des plans.
Il a aussi plein de bonnes idées, il est aussi très intéressé par rapport à tout ce qui se fait au niveau de l'aménagement végétal, de l'architecture des jardins, etc. Et donc ça, c'était une idée que moi j'avais en tête et que lui a développée. Et donc on a en fait travaillé avec du saule qu'on a tout simplement planté, fagoté, et on a créé des arches comme ça de saule qui maintenant ont pris racine et se développent, et donc on travaille la taille ou non, et donc ça nous permet de proposer des choses qu'on peut éventuellement reproduire après dans d'autres aménagements, ou bien que des personnes qui vont se balader, c'est sympa, tiens, on pourrait faire ça aussi chez nous, on pourrait imaginer de faire... Et ça crée un peu plein d'idées à tous les visiteurs. Donc ici on voit nos petits équinopses, ça nous permet aussi d'implanter un peu d'art pendant ce week-end de la rose. Ça c'est la partie avant donc, du jardin concours. Donc le jardin concours, on a tout un hôpital, un ancien hôpital qui aujourd'hui est reconverti en maison de repos. Donc ils ont la chance d'avoir un écrin de verdure au niveau de la maison de repos. Et donc c'est aussi tous les locaux CPS. Et donc on avait une zone avant qui avait un dénivelé très important, où on avait quelques petites plantes qui ressemblaient pas à grand chose. Et donc on a travaillé sur le dénivelé avec des retenues terre en azobé. On a modelé un peu le terrain. On a aussi maximisé dans le cadre de cet aménagement des plantes avec une consonance asiatique coréenne, parce que on a donc cet espace qui est dédié à la baronne Lily, dont un rosier a été envoyé par la Corée. Et donc on voulait maximiser cet aménagement par la création d'une fausse rivière, l'utilisation de matériaux nobles comme du bois, pour créer un peu cette ambiance japonisante et asiatique. Alors au niveau des cimetières, donc on a, comme je le disais tantôt, été obligé de revoir un peu nos méthodes d'entretien et donc d'aménagement. Donc j'étais convaincu qu'en végétalisant certaines parties de manière réfléchie des cimetières, ça nous permettait de maximiser du temps de gestion au niveau entretien. Parce que clairement, les désherbages mécaniques, c'est bien dans certaines parties, mais à partir du moment où on a 5 cimetières sur l'entité, on ne peut pas, avec au départ un fossoyeur, aujourd'hui ils sont 2, mais c'était très, très compliqué de les garder tous en ordre. Et donc on a eu à un moment donné une période où ça a été très difficile, où au niveau de mes équipes qui ont été présentées tout à l'heure, devaient venir en renfort au niveau de la gestion de ces cimetières. Et donc on était un peu bloqué par rapport à toutes les autres choses qu'on devait développer et aménager. Et donc on a pris la décision ici en 2022 de réaménager les cimetières, en tout cas ici celui de Mignot, de nouveau en interne, de manière... on n'a pas été par 4 chemins, comme vous pouvez le voir. Et donc on a sur des anciennes zones, donc comme vous avez vu sur la photo d'avant, des anciennes zones d'anciens combattants où on avait juste de la terre et un peu de gravier, délimiter les zones correctement. Au niveau des surfaces de passage, on a réapporté des terres, on a enlevé une partie du gravier, on a bêché toutes les surfaces, on a apporté du compost. Donc c'est des travaux qui semblent conséquents, mais à partir du moment où on a des équipes et une gestion de notre service qui fonctionne avec des investissements qui ont été plus ou moins importants au niveau de notre matériel, ça nous permet de rapidement compenser les coûts et les investissements qui ont été faits. Et donc ça, c'est très important de pouvoir en discuter et vous en parler aujourd'hui, parce que oui, c'est des investissements, oui, c'est du coût, mais très vite, vous allez voir que les résultats sont très satisfaisants. Et donc ici, on a été obligé de nouveau de travailler avec des surfaces bétonnées. Pourquoi ? Parce que les zones doivent être carrossables pour les corbillards, pour les accessibilités.
On est sur des deux côtés des anciens caveaux, donc qui ne nécessitent plus d'ouverture. Mais on a quand même conservé les parties avant. C'est tous des caveaux qui s'ouvrent sur l'avant, donc il y a toujours une possibilité d'intervenir en cas de besoin. Et donc on voulait, au-delà d'avoir une simple entrée bétonnée ou macadamisée ou bien juste pavée, maximiser le côté végétal, chose qui a été, je pense, très bien réalisée après. Donc ici on voit les encadrements des anciens combattants. On a délimité les zones de gravier parce qu'il faut quand même des zones d'accès au niveau des camions, des grues, du matériel d'entretien, par des bordures en acier corten. L'avantage de ces bordures en acier corten, c'est qu'elles sont très fines, très légères, très facilement mises en œuvre. Elles ne coûtent pas trop cher. On n'a pas besoin de béton de nouveau, elles sont juste plantées, soudées, donc c'est vraiment très intéressant. Ici, on voit donc les semis, avec de nouveau des panneaux d'explication Made in Adalia, qui nous permettent de pouvoir communiquer un maximum à la population, chose qu'on ne faisait pas avant et qu'on s'est rendu compte qui était très importante pour que les gens se rendent compte, tiens, pourquoi on l'a fait. Et donc je pense qu'on n'a pas vraiment de retour négatif, ou alors le collège ne m'en a pas averti. Mais je pense que c'est assez positif. Donc on voit ici un semis, mais un semis qui est différent. Donc on a fait un semis de plantes annuelles, mais de plantes annuelles basses, de façon à ce qu'on n'ait pas non plus des volumes trop importants. Donc la partie centrale va être engazonnée. Donc ici on a le passage bibande pour les corbillards, les camions qui est terminé. Les joints ont été réalisés également. C'est très technique, mais c'est important de pouvoir vous en parler parce que c'est vraiment ce pourquoi on m'a demandé d'être là et de vous exposer les choses aujourd'hui, avec une résine qui est perméable. Et donc de nouveau, oui, on a un fond de coffre qui est drainant, oui, on utilise un béton, mais un béton avec un dosage réduit de façon à ce que l'eau puisse un maximum percoler dans le sol, descendre dans la nappe phréatique, etc., etc. C'est un projet qui a été retenu par l'appel à projet biodiversité et donc qui est subsidié pour tout ce qui est plantation à 100%. Et là, c'était une belle surprise aussi, parce que toutes ces plantations, en fait, je ne les connaissais pas du tout. J'ai repris la liste, j'ai fait une sélection avec une recherche, j'ai un peu étudié, j'ai un peu bouquiné. Et donc, par rapport à cette sélection, on a choisi les plantes, on a commandé les plantes, on a planté, et on a eu ce résultat dès la première année. Et donc, là aussi, ça grouillait de vie. C'est un peu très contrasté par rapport au cimetière, mais c'était... Enfin, au niveau des abeilles, etc., c'était vraiment... Donc on a de l'origan, on a de la chilée, on a... J'ai plus tout en tête. On a des lierres arborescents, on a des sauges. Voilà, on est déjà dans d'autres projets, donc... Et alors ici, on voit les différences de... Donc on joue aussi sur les hauteurs de semis, donc avec des arrière-tombes qui ne posent pas de soucis par rapport à la gestion, l'entretien, la visite des personnes. Donc où tout ça, en arrière-plan, était très fleuri. On a les parties avant des anciens combattants, mais qui, avant, n'étaient pas du tout fleuries. On avait un simple gravier. Ici, on avait quelque chose qui était beaucoup plus coloré, donc qui, on voit directement, dès que c'est vert, dès que c'est végétalisé, ça prend une allure qui est totalement différente d'un gravier gris qu'on a toujours connu. Et une chose importante au niveau technique aussi, c'est tous les engazonnements sont constitués de trèfle. Pourquoi le trèfle ? Il est mellifère, il nous permet de jouer en période de sécheresse avec les hauteurs de tonte. On s'est rendu compte aux premiers essais que le trèfle réagissait très bien au changement climatique et donc les surfaces engazonnées à base de trèfle restaient vertes comparé au gazon qui lui avait tendance à dépérir, sécher, jaunir. Et donc on gardait des surfaces vertes malgré des températures qui étaient totalement excessives, surtout cette année-ci. Et donc l'avantage aussi, c'est qu'en période estivale, on peut se permettre de laisser aller le cimetière de manière un peu plus nature et d'avoir ce côté fleuri au niveau des trèfles. Mais en période de Toussaint, on peut très simplement revenir vers un gazon qui est beaucoup plus net, beaucoup plus tondu, et donc qui présente différemment, qui présente mieux, et qui permet aux personnes de se recueillir dans des conditions tout à fait normales.
Donc ici on voit donc le passage bibande avec la zone engazonnée, toujours avec des mélanges sélectionnés, trèfle, fétuque, mais jamais des gazons sport. Donc on essaye d'avoir cette réflexion aussi au niveau de tous nos engazonnements. Et les deux surfaces droite-gauche qui sont totalement végétalisées, fleuries. Donc ça c'est notre première zone test sur le cimetière du Reux. Pourquoi? Parce que en fin 2019 on n'était nulle part et donc il fallait qu'on commence par quelque chose et donc on a créé une zone test. On n'avait pas le choix, mais ça permettait au collège de voir ce qu'on avait en tête et ce qu'on pouvait imaginer. Donc on s'est rendu compte que de nouveau les méthodes de gestion étaient possibles et qu'on avait des contrastes qui étaient très intéressants. Donc ça c'est l'année d'après avec là beaucoup plus de graminées. Donc l'avantage de la graminée, c'est qu'à cette période-ci, à la Toussaint, elles sont en pleine floraison, on garde un côté très nature, très léger. Après on est d'accord, on part dans quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir au niveau côté picobello, mais je pense que c'est une question d'habitude qui doit être prise et au final les résultats, ici avec une photo un peu plus précise, on a un côté un peu fouillis, mais qui est quand même fleuri, qui est quand même organisé, qui est quand même structuré. Et donc le résultat, il est là. Et je pense que les gens, tout doucement, l'ont compris. Donc ça, c'est le genre de méthode pour le cimetière du Reux et le cimetière de Mignot qui ont été mises en œuvre, qui ont été mises en place et qu'on va continuer à développer, qu'on a continué déjà encore à développer au niveau des engazonnements ici à l'automne. Et au niveau donc des autres aménagements, développement végétal, des aménagements en cours pour Wallonie en fleurs, si je ne me trompe, 2025, si on peut encore participer. Donc on continue, on n'attend pas que le temps passe, on continue à développer tous nos aménagements. Donc on va ici vous passer quelques photos. De nouveau, réutilisation de matériaux anciens, donc des vieux pavés, qui sont posés sur sable, donc c'est une zone qui est totalement piétonne, et donc il n'y a pas de nécessité de travailler sur chape. On est resté sur un matériau qui est complètement naturel, tout ça est complètement drainant, et l'idée, on s'inspire ici d'un aménagement, Pierre, si je ne me trompe, sur Louvain, Courtrai, qui est de tracer, délimiter la circulation par des bordures en acier. Donc de nouveau, coût inférieur, dessin qui est esthétiquement, il y a de la perspective, il y a quelque chose, on ressent bien les choses. Matériaux réutilisés, mais les joints, donc la particularité, c'est que les joints seront engazonnés avec aussi un mélange de trèfle et de gazon. Et donc on va recréer ici, dans cet aménagement, on ne voit pas la photo en grande taille, mais on va créer une sorte de petit vallon à l'idée d'une vallée irlandaise, où tout sera vert. Et donc on a eu, au départ des travaux, des réclamations de riverains. Ils disaient « mais c'est horrible, qu'est-ce que vous faites n'importe quoi ». Ben non, pas du tout. Attendez que ce soit fini. Bon là c'est pas fini, mais je pense qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à comprendre à partir du moment où on a dessiné les circulations, qu'on a réutilisé des anciens matériaux, qu'on a commencé à profiler les terres. Et donc directement je pense que les gens se calment et voilà. Après tout ça sera agrémenté de nouveau de plantes vivaces, de quelques arbustes de position. Donc l'idée principale de tous nos aménagements, c'est toujours dessin, structure, circulation, réutilisation des matériaux, mix entre vivaces, arbustes et essayer un maximum que ce soit indigène. Mais bon, voilà, il faut qu'on puisse aussi nous se faire plaisir en termes de coloris, de floraison. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours faire avec les outils qu'on met à notre disposition et qui sont subsidiés. On a travaillé ici toujours sur les aménagements de la roseraie avec un mur de pierre sèche, donc qui sera, on voit ça très bien dans les Ardennes, qui au cours du temps va se naturaliser par lui-même, donc il va prendre des mousses. Il n'y a pas d'utilisation de nouveau de béton, donc tout ça tient par son poids, c'est des matériaux de Wallonie. C'est tous des aménagements qui sont de nouveau, j'insiste, faits en interne et donc qui permettent de réduire fortement les coûts et de dépenser de l'argent sur l'achat des matériaux, mais la mise en œuvre qui est faite en interne et donc qui valorise le service. Et voilà, je termine.
Et donc ici, on aura un labyrinthe de rosiers. Toujours en schiste, donc on a un escalier ici posé sur rehausse de chambre de visite par rapport à la hauteur, et puis le reste c'est à même la terre avec un peu de sable. On crée des perspectives dans les différents aménagements. Terrasse sur pilotis, donc qui permet d'avoir un point de vue intéressant sur l'ensemble du jardin, avec un bois indigène, donc qui est un mélèze du pays. Et donc on est aussi soucieux des choix des matériaux dans les différents aménagements. Ici un peu moins, mais très intéressant, c'est dans une école, donc on a créé des bacs. Et donc ça devait être présenté, mais finalement on a bypassé cette année-ci. Ce sera présenté à Wallonie en Fleurs 2025. On est occupé à discuter avec l'école et on a rentré un projet pour l'appel à projet biodiversité 2022. D'avoir un support logistique pour l'école du dehors et de pouvoir finalement utiliser cet investissement qu'on a fait au niveau des bacs. Et donc les enfants, parce que clairement, tout ce dont on a parlé aujourd'hui avant moi, je pense qu'on est les premiers conscients que c'est les enfants qui doivent comprendre l'importance de développer toutes ces choses. Et donc c'est pour ça qu'ici on a maximisé par rapport à cet appel à projet biodiversité. Je ne croyais pas du tout, mais on a été un peu pris par le temps pour rentrer les projets. Et donc on s'est dit, finalement, il y a beaucoup de possibilités de pouvoir rentrer un appel à projet par rapport à la sensibilisation. Et donc on a mis le paquet sur tout ce qui est école, formation des enseignants, école du dehors, etc. etc. Et donc je pense qu'on aura quelque chose ici qui évoluera bien avec tous les avantages de l'enseignement. Et pour terminer, encore une ou deux photos. On ne s'arrête pas juste au fleurissement urbain. On essaye de planter, de maximiser les plantations de haies, d'arbres. On l'a vu tout à l'heure, 77% de terres agricoles, ce qui fait qu'on est très limite parfois au niveau des surfaces et des terrains communaux. Et donc on essaye, ce n'est pas toujours évident de faire comprendre à l'agriculteur ce pourquoi on a planté, mais je pense qu'à partir du moment où on a un mode de gestion et un suivi et un entretien qui est là derrière, ça rassure l'agriculteur et donc il n'est pas du tout fermé à nos différents aménagements. Et donc là on a planté en fait 1 km de haies via l'appel à projet Yes We Plan, et on continue encore cette année et les autres années à envisager des plantations de haies aux endroits où on peut le faire, où les agriculteurs l'acceptent. Ou pas. Voilà, il n'y a pas d'avance, il faut qu'on avance. La balade, la promenade, donc ça c'est également des travaux qui ont été réalisés en interne par le service des travaux, la création de passerelles en bois, tout simple, c'est du Douglas, des clôtures en châtaignier, permettent de ressourcer tous nos riverains, nos habitants sur la ville d'Heureux, par ces balades qui sont complètement intégrées à la nature et donc qui permettent de conscientiser un peu plus les gens à la nature, tout simplement. Donc ici, on a un escalier tout basique, avec des piquets plantés, de nouveau, pas de béton. Et voilà, je pense qu'on est dans le timing. Et donc, je remercie la ville d'Heureux, parce que sans la ville d'Heureux, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Je remercie le côté financier, parce que je vais peut-être insister assez régulièrement sur le côté financier, mais c'est clairement très important, où on est passé d'un budget vraiment très réduit à mon arrivée il y a 5 ans à un budget qui a été multiplié par 3, mais je pense que les résultats sont là, et donc je pense qu'aujourd'hui le collège est clairement derrière nous par rapport à tous ces développements de projets végétal, parce que on sent que c'est clairement une plus-value pour la ville, pour les habitants, pour le confort du cadre de vie. À Dahlia, par rapport à notre présence aujourd'hui, par rapport à votre jury qui s'est déplacé chez nous, et voilà, on verra où ça nous amène. Par rapport aux panneaux, par rapport à votre support, par rapport aux formations que vous faites. On a participé à une formation il n'y a pas longtemps qui était très intéressante. Évidemment, l'équipe, parce qu'on n'est pas très nombreux.
mais sans équipe, tous ces projets ne pourraient pas être aboutis. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir Philippe Mouton, échevin à la commune de Comines-Warneton. Voilà, et on prendra quelques minutes après si vous avez des questions aussi à propos de ces deux présentations. Voilà, je remercie les représentants de la ville du Reux qui ont essuyé les plâtres. Donc, j'imagine que c'est quand même assez impressionnant de d'abord pouvoir présenter le travail qui a été effectué dans sa ville sur un écran aussi gigantesque et avec un auditoire aussi attentif. Voilà. Alors, mes remerciements à Dalia de me permettre aujourd'hui de représenter Comines-Warneton, au soutien ministériel de la région wallonne, avec vraiment cette volonté de promouvoir la biodiversité dans la ville, et ce n'est pas peu dire. Voilà, alors, Comines-Warneton, ville sans frontières, située, je dirais, entre la Flandre occidentale et la France. On a un peu un caractère insulaire et vous remarquerez que plus loin de Namur, c'est difficile à trouver en Wallonie. Et d'autre part, le symbole de la clé représente aussi bien historiquement la position de Comines par rapport aux ambitions des précédents rois de France envers le comté de Flandre et parfois vice-versa. Dire qu'on met le cap sur Comines-Warneton, c'est tout à fait juste aussi parce que, en termes de cap, eh bien oui, il faut essayer de trouver à un moment donné la lisse et la remonter jusque chez nous. Alors nous faisons partie, bien entendu, de la province du Hainaut, avec 18 194 habitants et une superficie de 6 109 hectares. Je me permets d'excuser notre bourgmestre, Alice Lewerck, qui aurait bien aimé partager ici avec moi le plaisir de vous parler, mais elle avait déjà une visite ministérielle aujourd'hui qu'elle a dû honorer et ça a été difficile. Voilà. Alors, Comines-Warneton, où de multiples travaux diversifiés s'opèrent en toute saison, en tout lieu, avec des équipes pleines de talent. On les voit avec des citoyens occupés de distribuer des arbres, occupés de travailler à la main, souvent maintenant que le zéro phyto est imposé. Je pense que c'est une bonne chose. Et notre équipe là, au complet, avec les élagueurs, l'équipe des serres, les horticulteurs. Ça fait beaucoup de monde, mais des gens motivés et vu l'ampleur du territoire, je pense que c'est nécessaire. Alors, dans un premier temps, il m'est donné de parler de la transition vers plus de plantes vivaces. Je parlerai ensuite d'une intégration écologique en interne de la commune, puis en troisième lieu de la situation écologique de la commune par rapport à nos voisins frontaliers français et flamands, de développement qu'on essaye de rendre le plus durable possible et finalement de la production de biomasse. Voilà, alors transition vers plus de plantes vivaces, ça nous a été exposé par la personne précédente par rapport à la commune du Reux. On est vraiment dans les mêmes objectifs, avec une diminution du travail de plantation,
c'est bien clair, une diminution des transports, une diminution des surfaces à entretenir, je dirais, au jour le jour, sur les lieux de plantation. Alors on a beaucoup travaillé dans les abords des églises, des parcs, dans les cimetières, par la création de murs végétaux. Dans les cimetières, autour des églises, dans les parcs, sur les ronds-points aussi. Et je voudrais souligner là cette collaboration qu'on a avec le service public de Wallonie. On est traversé par plusieurs routes très importantes qui nous offrent des ronds-points à gérer. Alors, des zones enherbées, automatiquement, on en aura beaucoup plus dans les cimetières, qu'on transformera parfois aussi en prés fleuris, avec le long des chemins, etc., le fauchage tardif. La gestion par les moutons de Soé de plusieurs zones d'extension de cimetières où malheureusement on est occupé de se battre contre la renouée du Japon. Alors, on va essayer de maintenir la renouée du Japon par un système encore différent, mais les moutons de Soé, en tout cas, permettent le maintien de la plante, là, une forme de maîtrise, même si on n'est pas encore dans une situation idéale. Alors, je parlais du parc hôtel à insectes, des nichoirs réalisés souvent par les élèves des écoles, des abris à hérissons. Et dans les zones urbaines où il n'y a pas d'intérêt de laisser tomber et de laisser les feuilles pour qu'elles produisent du terreau, on a placé pas mal de collecteurs qui fonctionnent assez bien et qui permettent après de réintroduire les feuilles en décomposition dans des jardins partagés, par exemple. Alors, le zéro phyto, eh bien, oblige à des changements d'habitude de travail, on l'a dit, on le comprend très bien, plus d'interventions manuelles, et les vivaces n'en deviennent d'autant plus pertinentes. Leur présence est d'autant plus souhaitée du fait que ce sera plus facile alors de maîtriser l'espace. Voilà. Cette biodiversité, elle existe déjà dans beaucoup d'endroits, mais elle est certainement renforcée par la présence de vivaces dans le plus d'endroits possible. Les astères, les coquelicots, le saule, il y a un triton qui se promène en plein milieu de la photo de la dia, les papillons, les insectes, le petit crépi là tout en haut, le bouleau, l'échine bleue sur le côté gauche. Voilà, j'insiste pour dire que ces photos ont été prises sur les endroits où on a travaillé, où on a mis des vivaces. En second lieu, on m'a demandé de développer un peu la notion d'intégration dans le réseau écologique local. À l'intérieur de notre commune, qu'est-ce qu'on a intérêt finalement de relier avec les centres-villes. Les centres-villes étant les endroits où on aura tous ces efforts de fait par rapport à la transition annuelle, bisannuelle vers vivace, et en lien, on l'espère, avec ce qu'on a de plus authentique, de plus sauvage, on va dire, de plus fragile dans les campagnes et les milieux, les biotopes environnant la ville, et qui parfois vont jusqu'à presque l'intérieur de la ville. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc cette intégration dans le réseau écologique est là pour nous une importance majeure. Par la protection des espèces et des biotopes, on a tout en bas à gauche le butome en ombelle qui devient quand même une plante rare. On a en bas à droite le populage des marais, qu'on a encore en quantité dans nos régions, mais qui est le témoin des prairies anciennes. Dès qu'on a quelque part un remblai qui est effectué, on ne trouvera plus jamais ni le butome en ombelle, ni le populage des marais, alors que ce sont des plantes, je dirais, extrêmement importantes comme étant
témoins de la qualité de leur biotope et de leur environnement. Et je veux signaler que la fritillaire pintade qu'on voit en haut, au milieu, qui a disparu totalement de Belgique depuis la fin des années 1800, je ne me trompe pas, 1800, est réapparu d'une manière extrêmement fragile et ténue dans une prairie sur Comines-Warneton, donc en Belgique. Il faut dire qu'on a été un peu aidé par la France. Nos voisins possèdent à quelques dizaines de mètres de chez nous, de l'autre côté de la rivière qui fait frontière, la seule station de fritillaire pintade au nord d'Amiens, ce qui est quand même assez remarquable. Alors, voilà, ces milieux, il faut les protéger absolument, comme les fonds de vallée et les prairies de lys, milieux se raréfiant du fait de la diminution de l'élevage et de la course à la rentabilité, ce que nous vivons, je dirais, d'une manière drastique, parfois trop silencieuse, dans nos campagnes. Alors, en termes d'intégration dans le réseau écologique, la lutte contre les plantes invasives est aussi quelque chose de primordial. On a ici un ruisseau qui a été complètement envahi par l'hydrocotyle et avec l'aide de la province et du HIT, on l'a retiré. Mais voilà, tout ça coûte. Et je crois que le jeu en vaut la chandelle. Elle a été retirée, mais il faut absolument conserver une vigilance par rapport à cette plante qui est capable d'étouffer des cours d'eau. Et non seulement d'être en lutte contre la biodiversité autochtone, mais aussi, je dirais, empêchant l'eau de s'écouler normalement. La lutte contre la berce du Caucase est aussi au programme, bien entendu, avec quelques stations beaucoup moins spectaculaires que ce qu'on voit ici par rapport à l'hydrocotyle. Et alors la lutte contre la renouée du Japon avec les moutons de Sohé, comme je l'avais déjà souligné précédemment, et bientôt avec un système, c'est un essai qu'on va faire, système basé sur l'électrocution des rhizomes de la renouée. Alors, pour vous présenter un petit peu plus Comines-Warneton, on possède des zones écologiques centrales, c'est-à-dire le seul grand bois qui fait à peu près 180 hectares est en zone Natura 2000. On a le long de la Lys des anciens remblais qui se sont boisés, qui ont d'abord été des marécages et puis qui se sont boisés en zone Natura 2000 aussi. Et alors, une réserve naturelle extrêmement intéressante, la réserve naturelle et ornithologique de Ploegstert, qui, à elle seule, fait environ 100 hectares. 100 hectares de nature, où il n'y a pas que des oiseaux, où il n'y a pas que des insectes, mais un fleurissement, une quantité invraisemblable de plantes aussi. Alors, la passerelle sur laquelle vous voyez de grands poissons, c'est, je dirais, le témoignage d'un parcours pédagogique qu'on a effectué le long de la Lys avec 12 stations qui renseignent non seulement sur la faune, mais aussi énormément sur la flore. Alors, si on veut renforcer les zones centrales entre elles, il s'agit alors de considérer tout ce qu'il y a comme chemin, comme fossé, comme bord de champ ou bord de prairie elle-même, sur le territoire et y planter par exemple l'aubépine qu'on devine dans la troisième photo, de laisser le plus possible les chemins non pas en béton, mais de les laisser en terre. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La présence aussi des petits fossés le long des chemins, qui sont autant de couloirs pour nos animaux et aussi pour nos plantes. Alors, exemple plus près de nos deux représentants du service environnement, exemple d'un bord de verger planté avec des petits fruitiers. Et finalement, on voit
monsieur et madame qui sont nos fonctionnaires du service environnement qui ont trouvé une subsidiation pour placer des crapauducs. Alors, on est en bordure de la réserve dont je parlais tout à l'heure, 100 hectares de marécages en contrebas et qui sont le résultat de l'excavation de la terre pour faire de la terre à briques. On est auprès d'une briqueterie. Il y a des routes qui longent cette réserve et depuis très longtemps une mortalité de batraciens extrêmement importante et pour y pallier le ramassage des batraciens dans des seaux par des bénévoles. Avec le financement obtenu, on a placé une dizaine de crapauducs qui traversent comme des tunnels cette petite route et qui relient aussi les fossés. Voilà. C'est un exemple, je dirais un petit peu poussé de ce développement de la biodiversité. Alors, on était dans la campagne et je reviens en ville avec la nécessité de sensibiliser les citoyens par exemple, la possibilité de faire pousser des plantes en façade, ce qu'on a autorisé et ce qui commence à prendre forme petit à petit dans nos quartiers. Alors, je me souviens que les premières digitales que j'ai vues, je les ai vues dans les massifs ardennais. Pour moi, c'était une plante absolument magnifique et elle a tendance à arriver chez nous et à se porter très bien chez nous. Alors, je pense aussi que c'est important de mettre en valeur les petites productions par rapport aux petits fruitiers et changement de climat oblige de constater qu'on peut de nouveau avoir de la vigne et des figues chez nous. Alors, insertion dans le plan Maya avec, par exemple, production de condimentaires et création d'une spirale aromatique, comme on l'avait déjà souligné dans la présentation. Voilà, chose tout à fait intéressante et motivante pour, je crois, les citoyens. Production familiale et biodiversité. On est dans un tissu urbain, dans le centre de Comines et le centre du Bizet, où c'est difficile parfois d'avoir un potager et la récente réhabilitation d'un espace industriel a permis à une vingtaine de familles de pouvoir exploiter des parcelles avec à côté des endroits destinés à la communauté où on a planté des arbres fruitiers. Alors dans la dia en dessous, toujours dans le sens de favoriser des productions familiales, mais favoriser l'ensemble des citoyens et mettre en évidence les vendeurs de plantes locaux, les artisans locaux. On a organisé pour la première fois un marché aux plantes durant le printemps de cette année. Ça a aussi été l'occasion de mettre en évidence le travail de nos employés et monsieur tout à l'heure l'a souligné de nombreuses fois, c'est extrêmement important de motiver les gens qui travaillent dans nos serres, qui travaillent comme horticulteurs, qui travaillent comme élagueurs et planteurs de haies, de vivaces, etc. Production locale, production familiale à essayer de valoriser. Et là, j'ai encore le souci d'essayer de perfectionner ça. C'est sûr qu'à partir du moment où on a des arbres qui ont quelques années, on commence à avoir des récoltes importantes. Alors, sensibiliser les différents corps de métiers qui influencent l'environnement de la commune. Et il y en a beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'avais signalé le service environnement avec des bénévoles comme le monsieur au milieu qui représente une association. Le service horticulture qui est à l'œuvre le long de la RN 58 sur du terrain qui appartient aussi au SPE Route et de par cette plantation, relier la fameuse réserve naturelle dont je parlais tout à l'heure à la zone de la Lys. Alors, la tempête Eunice ne nous a pas épargnés, elle a fait tomber quelques platanes
quasiment centenaires, et ce sont alors nos services menuiserie qui ont sculpté les troncs pour les mettre en évidence dans un futur parc. Alors, motiver l'implication des citoyens par un festival floral, par des remises de prix et, je dirais, les responsables du centre culturel par l'organisation de la semaine de l'arbre. Végétalisation de l'abribus de la place de Comines, ça a été un exemple assez réussi, et fleurissement des façades en zone urbaine. Troisième, vision élargie dans un contexte transfrontalier. Alors, prenons un peu de hauteur, nous sommes à Comines, France, et nous voyons la Lys qui est sur l'image de gauche représentée comme ligne frontière. Prise en compte des pays et régions limitrophes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ligne de force paysagère? D'abord des forêts dans la ligne des monts de Flandre qui se situe au nord de notre commune, et des marais et des méandres de la Lys dans la vallée de la Lys elle-même. Voilà, ces deux lignes vertes et bleues symbolisent un peu les deux lignes de force paysagère qui sont quelque part parallèles, avec cette possibilité de les relier entre elles. Ce sont des lignes de force paysagère, mais aussi pour la biodiversité, et y compris pour les plantes. Alors, ce qu'il y a moyen de faire, c'est de protéger et de valoriser les espaces qu'il y a autour de nos petites vallées. On a 3 vallées et un canal qui relient la vallée de la Lys elle-même au mont de Flandre. Et ces creux de vallée sont extrêmement riches pour les plantes spécialement, et arrivent jusque dans notre tissu urbain. Donc ce qu'on va faire sur les ronds-points, ce qu'on va faire sur les places et les parcs, touche à un moment donné à ce qu'on protège dans ces zones-là. Alors on a encore des zones Natura 2000 et des réserves naturelles. Vous voyez ici sur la carte centrale en vert foncé le bois de Ploegstert en numéro 1. En dessous, je ne sais pas lire le numéro, mais c'est la fameuse réserve naturelle de Ploegstert. Numéro 1 pour elle et numéro 2 pour les bois. Et la frontière qui est dessinée avec la France par la Lys est ponctuée, c'est un véritable chapelet de zones naturelles intéressantes que vous voyez ici en photo. On a aussi accentué l'aspect pédagogique par la possibilité pour des enfants, pour des adultes aussi, d'aller dans les zones de marais sur des caillebotis pour observer les plantes rares dont j'ai montré les photos tout à l'heure. Avec le PCDN, bien sûr, et notre cellule environnement, information et sensibilisation du public, observation des champignons, plantation et formation à la taille des fruitiers. Je suis bien intéressé par ce que Jean-Nicolas peut nous proposer peut-être par la suite. Voilà. Alors, zone naturelle d'intérêt écologique pour la flore et la faune, et là nous sommes dans les Hauts-de-France, toujours le long de cette frontière de la Lys, avec des paysages absolument sublimes et de marais extrêmement anciens qui n'ont pas bougé depuis quasiment le Moyen-Âge, et toujours cette fameuse fritillaire pintade qui, j'ai envie qu'elle défraie la chronique. Alors, d'autre part, là, on voit la Lys de haut de nouveau, et vous observez là 2 méandres qui sont restés des zones naturelles, alors qu'on devine un tracé beaucoup plus, je dirais, direct, qui permettra une navigation plus simple, qui se trouve au milieu. Alors, la première photo à votre gauche date de 1991. Elle montre bien d'énormes travaux qui ont été faits sur la Lys. Et aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir gardé intacts ces méandres. Et bien souvent aussi les îlots entre le nouveau canal et l'ancien cours de la Lys, qui sont aussi des zones de nature. Voilà. Alors, d'autre part, la photo de droite, on voit un ancien méandre qui est beaucoup plus ancien, et là, qui date du début du XXe siècle. Alors, gestion durable, eh bien, on devra faire plus avec moins de moyens. C'est pourquoi on s'est aussi doté
comme au RE, je crois, de matériel plus neuf, plus performant, avec des outils connectables les uns sur les autres, tout en sachant qu'il y aura beaucoup à faire à la main quand même. Alors nous avons hérité, et ça nous réjouit le cœur quelque part, d'un espace d'environ 8 hectares de parc qui nous a été cédé par le SPV Voies Navigables et SPV Route aussi, mais que nous devrons entretenir en plus de terrains de football et en plus de plusieurs autres terrains qui ont été, je dirais, conquis de haute lutte durant des discussions avec des promoteurs. Alors, formation à la taille, à l'élagage, participation associative sont des éléments qui nous semblent extrêmement importants aussi par rapport au développement durable dans le maintien des compétences de nos personnels et des sensibilisations à la population. Pâturage par les moutons, ramassage des feuilles en milieu urbain, je dis bien, et compostage sont d'autres éléments qui nous semblent durables également. Production de biomasse, j'en arrive à l'utilisation alors des feuilles mortes dans les jardins partagés. Les bacs gris que vous voyez sont des bacs de compost qui nous ont été, je dirais, créés par l'intercommunal IPAL. Voilà, je passe sur la magie du saule tétard qui permet, je dirais, de produire beaucoup de biomasse, beaucoup de perches pour de multiples usages. Et je finis en disant que il nous est extrêmement important, nous là-bas qui sommes un peu insulaires, d'avoir les meilleures relations possibles avec les services régionaux et provinciaux, les intercommunales, les collaborations avec nos voisins flamands et français. Et je peux vous dire que pour le moment, on a découvert des personnes extrêmement attentives et compréhensives à notre égard. Je conclus en disant que les résultats des enquêtes publiques et des études d'incidence auxquelles la population est invitée chaque fois de participer peuvent amener à des créations de bassins d'orage, à des créations de lieux de nature sur des dizaines d'hectares parfois, et je n'exagère pas. Alors, un grand merci pour l'attention de tous. Je termine là par un bassin d'orage en création qui amènera aussi, lui, biodiversité et plantation. Voilà. Plantes et mellifères donneront leurs fruits. Notre sincère remerciement pour tous les encouragements reçus, les initiatives porteuses d'espoir, les présences et les écoutes, les motivations partagées. Merci encore pour ces deux témoignages. On voit que vraiment la passion est dans la salle. Je vais revenir. Ah oui. Voilà. Nous allons passer. Ce que je propose, comme voilà, on a eu des témoignages très riches, très complets. On va. Voilà. On va passer à la remise des prix et je propose que si vous avez des questions par rapport à ces deux présentations, on va avoir le temps au cocktail dînatoire qui va suivre pour échanger. Donc voilà, je propose donc qu'on poursuive. Ce qu'on va faire, c'est on va vous appeler un à un, lauréat par lauréat. On va commencer par les une fleur. Perrine vous donnera le chèque en bois auquel vous avez droit par rapport aux fleurs que vous recevez. Et Jean-Nicolas immortalisera ce moment et on vous donnera par la suite les photos. Et voilà, et on se retrouve.